Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Élysée d'un soir, votre nouvelle émission politique de la rédaction de VL Média, conçue spécialement pour les élections présidentielles. Et le temps de cette émission, ces candidats sont déjà élus président ou présidente de la République et leurs représentants vont être interrogés sur les mesures qui feront la France de demain. Et pour m'accompagner, des personnalités de la rédaction sont à mes côtés. Louisa Garotiard, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Alexandre Letraine, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Rémi Barraud, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et Romain Gaspard qui nous rejoindra dans quelques instants. Et pour ce premier numéro, Marine Le Pen est élue présidente de la République. C'est son Élysée d'un soir. Et pour la représenter, nous recevons Julien Audoul. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et conseiller municipal de la ville de Sens. Merci d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite à ce que dit Google de Marine Le Pen. Avec Rémi Barraud, justement, c'est un portrait de la femme politique à travers des informations, des moments forts de campagne, des rumeurs trouvées directement sur Google que nous présente justement notre chroniqueur. Ok Google, Marine Le Pen. Voici ce que j'ai trouvé sur Marine Le Pen. Les moments forts de sa campagne, son affiche de candidate, les trahisons, les rumeurs, son programme, etc., etc. Alors dans l'Élysée d'un soir, Marine Le Pen est la première femme présidente de la République, une femme athlétique puisqu'elle vient de finir son 3e marathon de course à la présidentielle bien sûr. Elle s'est améliorée à chaque quinquennat en se hissant tout en haut du podium. Rappelez-vous en 2012, 3e place, 2017, 2e place et en 2022, aujourd'hui, 1re place. Pourtant, le 23 juin 2021, au micro de France Inter, elle dit qu'il faut laisser le sport en dehors de la politique. On écoute cet extrait. Je pense qu'il faut laisser le sport en dehors de la politique. C'est un des espaces précisément où la politique ne doit pas entrer. C'est une dérive auquel on a assisté depuis un certain nombre d'années. Alors que les sondages AFP de mars 2022 la donnaient perdante à 18% face à Emmanuel Macron à 30%, elle a su s'imposer, en tout cas au moins pour ce soir. Et il faut dire qu'elle voyait ses supporters pourtant bien présents derrière elle. Mais où étaient-ils ? Souvenez-vous. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Alors même si son débat de second tour de 2017 reste dans toutes les têtes, on se rappelle surtout de ça. Regardez, ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors retour sur le parcours de Marine Le Pen. Marion-Anne Perrine Le Pen est née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine. Elle s'engage dès sa majorité au sein du Front National, le FN, le principal parti d'extrême droite en France, dirigé par son père, Jean-Marie Le Pen, qui ne voit pas d'un très bon œil le complexe d'Oedipe de sa fille Marine, qui tua le père en l'excluant le 20 août 2015 du parti qu'il avait fondé. Elle sera avocate, diplômée de l'université Panthéon-Assas, puis conseillère régionale d'Île-de-France, députée européenne de 2004 à 2017, conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, présidente du Rassemblement National de 2011 à 2021, et elle lance sa campagne de candidate à l'élection présidentielle de 2022 avec cette affiche présidentielle. On va la voir s'afficher. Alors, voici l'affiche de campagne qui souhaitait véhiculer un message plus simple et positif avec Marine présidente sans son patronyme, comme pour finir de dédiaboliser le nom de Le Pen. On retrouvait également le slogan « La France qu'on aime » avec un M comme Marine. Alors, quelle sera l'odeur de ce quinquennat ? On espère qu'il n'y aura pas de narine Le Pen, la France de la haine. Alors, il faut savoir que la France, c'est un jeu de cette famille, qu'elle soit politique, sociale, religieuse, communautaire, multiculturelle, multigénérationnelle et même melting potée. Alors, sauf que dans la famille des présidents, tiens, si je voudrais Jean-Marie le père, ah, mauvaise pioche, je voudrais Marion Maréchal Le Pen, la nièce, ah, c'est bon, je l'ai, mais dommage, elle est passée dans la famille Éric Zemmour. Alors, Marine Le Pen a-t-elle eu des explications ? On écoute sa réaction du 7 mars 2022 sur BFM TV. Je n'ai toujours pas eu d'explications qui m'apparaissent cohérentes sur ce changement qui a été celui de Marion Maréchal, qui avait indiqué il y a plus d'un mois qu'elle soutiendrait le mieux placé dans cette compétition, ce qui, pour un patriote, est par ailleurs assez cohérent comme comportement.
Alors, Marion Maréchal, patriote, oui, mais surtout pas très famille. Ce que Google dit côté rumeur, c'est plutôt que la chanson préférée de Marine Le Pen, La balade des gens heureux. On sait qu'elle consomme plutôt du vin blanc, mais avec des glaçons. Elle commande sur Vinted pour l'économie circulaire. Elle regarde Koh-Lanta plutôt que Danse avec les stars à la télé. Elle se déplace en train plutôt qu'en avion. Et Instagram est son réseau social préféré puisqu'elle avait posté ceci en réel sur son compte Instagram. Marine Le Pen également aime les chats. Alors elle avait déclaré dans Paris Match en 2015, je cite, « Ce sont des animaux exceptionnellement intelligents. Ils me procurent une joie profonde, me consolent, me donnent énormément de douceur dans ce monde de brutes. » Même année, dans Le Parisien, elle disait, je cite, « Je pourrais tout arrêter, faire autre chose, un élevage de chats par exemple. » Alors oui, Marine Le Pen aime les chats, qu'ils soient petits, grands, sauf les migrants. Et pour conclure, en 2006, Diams interpelle Marine Le Pen avec ce titre de l'album Dans ma bulle. On écoute cet extrait. Marine, tu sais ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y a l'amour, y a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Alors, sera-t-on des millions à payer l'addition? Justement, que répondrait Marine Le Pen à Diams aujourd'hui? Déjà, ça nous renvoie à une époque où Diams était une bonne rappeuse, où Diams n'était pas une intégriste religieuse qu'elle est devenue. Et ça me renvoie à ma jeunesse, parce que j'aimais beaucoup Diams d'ailleurs à l'époque, y compris cette chanson. Aujourd'hui, elle lui répondrait que finalement, tout ce qu'elle a annoncé, tout ce qu'elle a défendu depuis des années, tous les combats qui ont été portés par le Front National, par le Rassemblement National, finalement, sont aujourd'hui légitimes. Ils sont aujourd'hui légitimes parce que la bataille des idées a été gagnée. Aujourd'hui, une majorité de Français considère qu'il y a un vrai problème avec l'immigration. Aujourd'hui, une majorité de Français considère que l'islam politique est un danger à la fois pour les libertés et droits des femmes et puis pour notre civilisation. Cette bataille des idées, c'est Marine Le Pen qui l'a portée toute seule, il faut bien le dire, depuis des années. Et aujourd'hui, je pense que la majorité silencieuse autrefois, aujourd'hui, est en passe de l'emporter, et l'a emporté pour ce soir. Merci beaucoup Rémi Barraud. Et tout de suite, on passe à l'interview présidentielle. Passage en revue des propositions et premières réformes de Marine Le Pen pour les 5 ans à venir. Alors je le rappelle, le principe de cette émission, Marine Le Pen est élue présidente de la République et chaque journaliste va vous poser des questions, Julien Audoul, pour comprendre comment votre candidate pourrait changer le quotidien des Français. Mais je commence tout de suite par une première question. Quelle serait votre première mesure, la toute première, dans les tout premiers jours de l'élection ? La première mesure, il y en a beaucoup, mais la première mesure d'urgence, vu la situation économique du pays, vu la situation sociale et l'urgence concernant le pouvoir d'achat, c'est de rendre de l'air aux Français, notamment en abaissant la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques, sur les carburants, l'essence, diesel, sur le fioul, sur le gaz, sur l'électricité, parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec la crise en Ukraine. On a un litre d'essence et du diesel qui a franchi la barre des 2 euros. Dans une semaine, dans 2 semaines, on sera peut-être à 2,30 €, 2,50 €. Tout cela, évidemment, est en passe d'être extrêmement préoccupant pour des millions de Français. Donc, il faut leur rendre de l'argent tout de suite. Il faut des mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat, donc en faisant de ces produits des produits de première nécessité et en revenant aussi sur les hausses de taxes qui ont été décidées par Emmanuel Macron en 2017 et 2018. Voilà, place aux journalistes avec Louisa Garotiard déjà. Oui, monsieur Audoul, vous proposez la suppression de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés pendant les 5 premières années pour les moins de 30 ans et peu importe leur revenu. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est juste de casser cette progressivité de l'impôt? Est-ce que c'est pas anticonstitutionnel? Est-ce que ça va pas contre l'égalité des richesses et le principe de l'égalité? Ça va en tout cas pour faire en sorte que la jeunesse de France ait envie d'investir en France et envie de rester en France. Aujourd'hui... Mais est-ce que c'est anticonstitutionnel? Non, c'est pas du tout anticonstitutionnel. Pas du tout. Au contraire. Vous savez, il faut regarder la situation aujourd'hui de la jeunesse en France, qui est plus pauvre que la moyenne, qui est beaucoup plus au chômage, qui est beaucoup plus désespérée. Et finalement, vous avez 2 jeunesses. Vous en avez
une qui se désespère, notamment dans la ruralité, dans les périphéries, une jeunesse qui se précarise et qui ne voit aucune finalement amélioration de son quotidien. Et puis vous avez une jeunesse qui est favorisée, une jeunesse qui est plutôt bourgeoise, métropolitaine, et qui voit son avenir ailleurs de France, et qui se dit, dès que je peux, je vais investir ailleurs et je vais m'installer ailleurs. Marine Le Pen, avec des mesures extrêmement concrètes, comme la suppression, justement, l'exonération à la fois de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, souhaite que la jeunesse trouve son avenir en France, qu'elle puisse investir en France. Et c'est une première, je dirais, un premier pas pour lui permettre à la fois de constituer une épargne et puis pour investir. J'entends, mais vous dites que ça ne va pas contre l'égalité fiscale. Il y a des signaux qui sont donnés par l'État, les zones franches, par exemple, pour que les entreprises puissent s'implanter dans des territoires particuliers. Nous, on considère que la jeunesse, aujourd'hui, doit être privilégiée parce qu'elle a été précarisée depuis des années et c'est un signal pour l'avenir du pays. Alexandre Le Train. Oui, alors on a vu avec notamment l'affiche de campagne que vous avez tout fait pour faire en sorte que le Rassemblement national d'aujourd'hui n'ait plus rien à voir avec le FN d'hier. Par contre, il y a des choses qui restent, comme la préférence nationale. La priorité nationale. Oui, la priorité nationale, c'est-à-dire réserver en gros les aides sociales, les logements sociaux aux Français, parce que c'est pas discriminatoire et problématique dans un pays héritier des droits de l'homme. Alors vous savez, cette mesure de la priorité nationale, elle est appliquée partout dans le monde. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Australie, vous allez en Algérie. Ce sont les nationaux qui ont plus de droits et plus de devoirs que les étrangers. Nous, on a oublié ce principe, en fait, au nom, justement, d'une idéologie, celle du vivre ensemble, celle de l'ouverture totale, celle de la préférence étrangère, parce qu'aujourd'hui, dans le logement social, il y a une préférence étrangère, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont la réalité des faits. Donc, il faut remettre de l'ordre, du bon sens, et faire en sorte simplement que les nationaux, dans leur propre pays, aient un accès au logement prioritaire, un accès à la formation, un accès à l'emploi. Moi, je le vois en région Bourgogne-Franche-Comté. Les migrants, notamment, puisque tout à l'heure, on avait une petite blague sur les migrants, les migrants sont privilégiés pour l'apprentissage. Est-ce que c'est normal ? Je ne le pense pas. Voilà. Donc, il faut que ce soit nos jeunes, en priorité, qui puissent d'abord être formés, puissent trouver un emploi, et que ce soit les personnes en précarité. Vous savez, malheureusement, on dénombre plus de 10 millions de pauvres dans notre pays. Il y a 4 millions de Français qui sont mal logés. La solidarité nationale doit d'abord aller vers les Français avant d'accueillir toute la misère du monde. D'abord aller, ça veut dire que vous n'êtes pas contre laisser quand même des avantages aux gens qui viennent chez nous et qui ne seraient pas français. Vous savez, si un étranger a envie de travailler en France, il percevra notamment les impôts, enfin pas les impôts, je veux dire le chômage. Le chômage, compte tenu des impôts qu'il paiera, il aura droit au chômage. En revanche, ce qui concerne les allocations familiales, ce qui concerne le logement social, qui, je le répète, est financé par les Français, par les impôts des Français, ce sera réservé aux nationaux. La question tout de suite de Romain Gaspard. Vous proposiez pendant deux campagnes la sortie de l'euro. Là, c'est plus le cas. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis et pourquoi cette proposition est plus dans le programme ? Alors, c'est une très bonne question, déjà. Marine Le Pen n'est pas une dogmatique. C'est-à-dire qu'elle, sa boussole, son objectif, son obsession même, c'est l'intérêt des Français, compte tenu d'une situation qui a beaucoup changé. Pourquoi en 2017, elle avait proposé la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro ? D'une part, parce que nous étions bien seuls en Europe. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'alliés. Aujourd'hui, nous avons des alliés en Europe. L'Europe a beaucoup changé. On le voit, il y a des gouvernements qui appliquent des politiques nationales, que ce soit la Pologne, que ce soit la Hongrie. Même le gouvernement social-démocrate danois, aujourd'hui, applique notre politique, notamment vis-à-vis de l'immigration, puisqu'il souhaite que les demandes d'asile soient observées et étudiées dans les pays de départ et non plus sur le territoire d'accueil. Donc l'Europe a beaucoup changé. L'euro a beaucoup changé aussi. Ce qu'on déplorait en 2017, finalement, la crise, à la fois économique et aussi la crise sanitaire, a beaucoup changé l'euro. Donc, dans ce cadre-là, nous pouvons à la fois rester dans l'Union européenne et la changer de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous pouvons garder cette monnaie commune qui doit rester, effectivement, je dirais, un outil. Parce que la monnaie, vous savez, ce n'est pas un totem. À partir du moment où l'euro sert les entreprises françaises, sert l'économie française et permet de faire du patriotisme économique, pourquoi pas ? Aujourd'hui, l'euro, encore une fois, a beaucoup changé depuis 2017, donc on peut retrouver des marges de manœuvre. Ça veut dire, pardon, que vous acceptez qu'on change d'avis, parce que souvent quand on vous entend parler, notamment de la majorité présidentielle, dès qu'ils changent d'avis sur des points, vous montez au créneau pour dire que c'est scandaleux, ils ne tiennent pas leurs promesses, mais quand c'est Marine Le Pen, là on peut changer d'avis quand il s'agit d'aller garder des électeurs ? C'est pas changer d'avis, c'est tenir compte d'une situation. Encore une fois, je le redis, Marine Le Pen n'est pas une dogmatique.
Elle, l'euro, c'est pas l'obsession de sa vie. Elle regarde ce qui se fait, elle regarde, je dirais, l'environnement, les circonstances, et à partir du moment où elle peut défendre les Français, où elle peut les protéger dans la mondialisation avec un contexte européen, elle le fera. Voilà, donc c'est pas changer d'avis comme a pu le faire effectivement le gouvernement, si on prend l'exemple de Emmanuel Macron sur le nucléaire, où il a changé 20 fois d'avis, sans avoir d'objectif très clair d'ailleurs. Marine Le Pen, la boussole, elle est très claire, l'intérêt de la France et des Français. Louisa Garotiard. Je vais revenir sur une polémique suite à un tweet de Marine Le Pen qui date du 2 mars dernier lorsqu'elle était au Salon de l'Agriculture. Je cite « La France d'outre-mer, mais si chère, présidente de la République, je créerai un ministère spécialement dédié à ces territoires. » C'est d'ailleurs la 21e mesure sur son programme. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un ministère de l'outre-mer ? C'est pas vraiment un ministère de l'outre-mer. Quand même. Non, mais c'est pas un ministère de la mer et de l'outre-mer. Alors, c'est le nom qui change ? C'est le nom qui change, c'est le périmètre qui change, et surtout, c'est l'objectif qui change. Parce que Marine Le Pen, contrairement aux gouvernements qui se sont succédés, ne souhaite pas faire de l'outre-mer une option. L'outre-mer, c'est la France. L'outre-mer, ce sont nos compatriotes. L'outre-mer doit être développé. Il est totalement anormal que l'outre-mer, par exemple, soit relégué, ne serait-ce que pour les chiffres du chômage. Nos compatriotes ultramarins ne sont pas comptabilisés dans les mêmes chiffres du chômage que la métropole. C'est totalement aberrant et c'est une injustice majeure. Je redis aussi que l'outre-mer est très attaché à la France, très attaché au patriotisme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous faisons les meilleurs scores en outre-mer. Le meilleur département d'ailleurs du Rassemblement national, c'est Mayotte, où nous avons réalisé 46% en 2019. Donc concrètement, demain, qu'est-ce que vous allez changer ? Beaucoup de choses. Déjà, faire en sorte que les jeunes en Outre-mer puissent bénéficier d'atouts, puissent bénéficier d'infrastructures, de développement. Faire en sorte aussi que les atouts formidables à la fois de la mer, de la géothermie, du solaire soient exploités en Outre-mer pour permettre un développement économique de ces territoires. Et puis mettre le paquet sur les services publics. Ça n'a pas été fait depuis longtemps. Ça a généré pas mal de révolte du pouvoir d'achat, notamment avec beaucoup de violence et beaucoup d'amertume. Il faut considérer nos compatriotes ultramarins comme des Français à part entière, et ça, ce sera la politique de Marine Le Pen. C'est une évidence. Romain Gaspard. Vous proposez d'interdire le voile dans l'espace public, mais que le voile, avant c'était tous les signes religieux, là c'est uniquement le voile, pourquoi pas la kippa, pourquoi pas les signes catholiques, et est-ce que c'est pas stigmatiser une religion et ne pas respecter la laïcité de faire ça ? Et c'est une question que se posent aussi beaucoup de Français, justement sur... Bien sûr, mais à juste titre. Nous sommes pour une application de la laïcité stricte, c'est-à-dire une application de la laïcité telle qu'elle a été définie en 1905, c'est-à-dire un principe essentiel, la neutralité des religions dans l'espace public. Les religions n'ont pas à s'exhiber, n'ont pas à faire de prosélytisme. Mais comme vous dites, les religions. Toutes les religions. Voilà. Vous savez, la laïcité a été impitoyable avec les catholiques. Impitoyable avec les catholiques. Malheureusement, depuis des années, on observe qu'il y a eu l'avancée d'un islam rigoriste, d'un islam radical, qui se sert d'un emblème qui est le voile. Qui est le voile à la fois salafiste, le voile intégral, on le voit dans certaines polémiques, avec le burkini, avec tous les emblèmes finalement qui montrent l'avancée de ce communautarisme, il s'en sert pour coloniser l'espace public. Donc il faut l'interdire parce que nous considérons que c'est évidemment à la fois un emblème politique qui correspond à une idéologie, celle de la relégation de la femme, qui est totalement contraire à nos valeurs, à nos lois, à notre civilisation. Donc c'est pour ça que nous sommes pour son interdiction. Et pour la kippa, Marine Le Pen, et pour la kippa et pour les croix ostentatoires, puisque c'est exactement la même chose, Marine Le Pen souhaite également qu'elle soit interdite pour qu'il n'y ait pas de prosélytisme. Mais on sait très bien que dans l'espace public, c'est pas les kippas et les croix qui posent problème. Sur France 2, elle disait explicitement que c'était uniquement le voile et pas les autres signes religieux, ce qui avant n'était pas son discours en disant je veux la neutralité pour tous les signes religieux. Parce que la kippa ne pose pas de problème politique. Les croix ne posent pas de problème politique. Aujourd'hui, le seul signe qui est véritablement le témoignage de l'avancée d'une idéologie mortifère qui est responsable de 270 morts dans notre pays, c'est le voile islamique. Voilà. Qu'il soit porté de manière consciente ou qu'il soit porté, je dirais, de manière innocente, c'est un emblème qui est exploité par les ennemis de la France. Voilà. Donc il faut qu'il soit interdit. Ce qui n'est pas le cas pour la kippa ou pour la croix. Alexandre Le Train. Revenons à des mesures concernant le pouvoir d'achat des Français. C'est vrai que depuis plusieurs mois, et on n'a pas attendu évidemment la crise en Ukraine pour le constater, il y a l'augmentation des prix de l'énergie et une inflation incroyable qui s'empare de tous les secteurs de la société. Est-ce que vous allez prendre des nouvelles mesures urgentes pour protéger justement le pouvoir d'achat des Français et essayer justement de le renforcer ?
Il y a tout un lot de mesures. Marine Le Pen fait du pouvoir d'achat sa priorité. Ce n'est pas nouveau, puisqu'elle a été la première en septembre dernier à faire du pouvoir d'achat, donc je dirais la pierre angulaire de son projet. D'ailleurs, ça lui a été reproché par certains candidats comme M. Zemmour, qui considéraient que c'était insulter les Français que de parler de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il est bien forcé d'en parler également, parce que les Français, aujourd'hui, sont étranglés. Donc la première mesure, j'en ai parlé, celle sur les produits énergétiques, parce que avant de parler de hausse des salaires, il faut déjà arrêter de prendre aux Français. Les factures, les charges sont devenues insupportables pour bon nombre d'entre eux. Donc avec cette mesure extrêmement simple de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques, tous les produits énergétiques, en faire des produits de première nécessité, nous rendons 200 € de pouvoir d'achat par mois à chaque ménage français. 200 € par mois à chaque ménage. Et ensuite, vous avez d'autres mesures extrêmement sociales qui vont améliorer le pouvoir d'achat. C'est le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves, qui était une mesure extrêmement attendue. Je rappelle que c'était François Hollande qui avait supprimé cette mesure. Les mesures pour les jeunes également, qui vont leur permettre de mettre un pied à l'étrier. Des mesures aussi sur le pouvoir d'achat avec la nationalisation des sociétés d'autoroutes pour faire baisser le prix des péages de 10 à 15%. Ça aussi, c'est du pouvoir d'achat de rendu. Et puis, vous avez une mesure, alors qui ne vous concerne pas, mais qui concerne vos confrères de France Télévisions notamment, qui est la privatisation de l'audiovisuel public pour rendre aussi aux Français 138 € de redevance télé, ce qui n'est pas rien pour des ménages qui souffrent de l'accumulation des factures et des charges. Je précise juste qu'un service public indépendant, et ça a aussi son utilité dans une démocratie. Alors évidemment, c'est peut-être problématique parfois. Indépendant, non. Vous savez, quand vous dépendez de l'État, moi je considère, et Marine Le Pen considère, que c'est un système totalement archaïque. C'est-à-dire que vous avez un audiovisuel qui dépend totalement de l'État, dont on observe d'ailleurs qu'il y a très très peu de pluralisme, très très peu de pluralisme des idées et des opinions, et que ce n'est pas aux Français finalement de financer cet audiovisuel. Tous les candidats sont invités, monsieur Odoul, il faut pas dire. Et on peut Allez, on va devoir. Je suis désolé de le remarquer. Je suis désolé de le remarquer, mais sur France 2, les sujets sont quand même relativement biaisés. Sur France 5, vous avez très très peu de diversité, notamment dans les émissions C'est à vous ou d'autres. Vous avez beaucoup moins de diversité que dans les débats. Et sur les chaînes pourquoi privées. accepter les invitations alors dans ce cas-là, si c'est des programmes où vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce qui est proposé? Non, mais par rapport. Nous représentons les électeurs. Bien sûr, Il faut que mais nous soyons présents. Voilà. Mais justement, pourquoi aussi accepter ces invitations si vous considérez que les programmes sont pas. Et que c'est biaisé. Que c'est biaisé, que c'est pas à la hauteur. Le service public est payé par tous les Français. Bien sûr. Voilà, c'est notre argent aussi. Mais bien sûr. Et donc, les Français. C'est un principe démocratique. Les Français devraient avoir toutes les opinions de représenter. Voilà. Mais le principe de base, c'est pas que les opinions ne soient, même si on le déplore au quotidien, le principe de base, c'est que nous considérons que c'est archaïque, que ce soit les Français avec leurs impôts qui financent le visuel public. Allez, on passe au témoignage de Français, justement, Julien Odoul. Romain Gaspard va revenir sur un témoignage entendu il y a quelques mois sur cette antenne. Oui, il y avait un problème qu'on avait entendu, c'est la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Ça avait été décidé par Emmanuel Macron en 2019. Et on avait eu un témoignage qui expliquait que les frais étaient passés à près de 2 770 € pour une licence et 3 770 € pour un master. C'était une multiplication énorme pour ces étudiants-là. Est-ce que vous reviendriez sur cette mesure ou est-ce que vous changeriez quelque chose pour ces étudiants, ces jeunes étudiants qui viennent étudier en France et qui veulent apprendre aussi la culture de notre beau pays? Alors déjà, Marine Le Pen est tout à fait favorable à ce que des étudiants étrangers viennent en France recevoir une formation. Elle privilégierait les étudiants francophones. Elle considère que la francophonie est un trésor qui doit être développé, qui doit être exploité, et donc privilégier les étudiants francophones pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation française et ensuite retourner dans leur pays pour bénéficier de cette formation et de ce bagage à leur pays, je pense que c'est une bonne chose. Quand vous regardez un petit peu aujourd'hui la situation, c'est que vous avez bon nombre d'étudiants. Je parle des vrais étudiants, parce que vous avez aussi beaucoup de faux étudiants étrangers qui viennent uniquement pour quelques mois et qui ensuite restent sur le territoire national, mais qui n'ont aucune envie d'étudier. Marine Le Pen, effectivement, leur facilitera la vie, considérant que sur les frais d'inscription, sur le logement notamment, et là je parle du logement de tous les étudiants, et bien sûr d'abord des étudiants français, nous considérons que la France
doit garder cette place de grande nation aussi universitaire et qu'elle doit attirer un grand nombre d'étudiants du monde entier. C'est-à-dire que ça serait une priorité nationale, sauf pour les étudiants francophones. J'ai pas compris votre question. Vous disiez que vous vouliez appliquer une priorité nationale pour les Français, et là vous expliquez que les étudiants francophones pourraient y accéder à des logements et en tout cas avoir des meilleures conditions scolaires. Pourraient étudier en France, bien évidemment. C'est ça. Bien évidemment, mais comme un grand nombre d'émigrés qui veulent travailler en France, sans d'ailleurs faire la demande de nationalité française, pourront continuer à travailler en France, bien évidemment. Mais pour comprendre, donc ils viendront, ces étudiants francophones, étudier en France et rentrer ensuite chez eux. Ils viennent prendre du savoir français pour le diffuser après, mais ils ne resteront pas sur le territoire. La vocation, effectivement, d'un étudiant étranger, c'est ensuite de revenir dans son pays pour travailler dans son pays. Vous savez. Pas forcément tout le temps. Non, la majorité. Vous savez, quand vous regardez qu'au Bénin, vous avez moins de médecins béninois qu'en Île-de-France, il y a un véritable problème. Ce sont les pays africains notamment qui souffrent de la diaspora de leur jeunesse, des forces vives qui viennent soit s'installer en France, soit en Grande-Bretagne, soit ailleurs. Le mieux, ce serait que, en termes de co-développement, que cette jeunesse, ces forces vives, restent ensuite pour développer leur pays. C'est intéressant, à chaque fois qu'on mentionne un sujet, quel qu'il soit, là où ça peut poser souci quand on vous écoute, c'est... Ça vient des pays musulmans, ça vient des pays africains. Il y a plein de pays dans le monde dans lesquels les gens se déplacent, restent, parce qu'ils aiment la mobilité, parce qu'ils ont envie d'expérience, surtout en ce moment. Pourquoi sans arrêt revenir à des préoccupations et pointer du doigt des catégories c'est comme ça depuis le début de l'émission. À chaque fois qu'on vous entend, vous pointez du doigt. J'ai pas entendu que j'ai pointé du doigt une catégorie. Je prenais un exemple extrêmement concret. Enfin, c'est pas hasardeux. Vous êtes allé chercher le Bénin, vous n'êtes pas allé chercher plein d'étudiants de plein de pays du monde qui viennent chez nous et qui y restent. Parce que c'est un exemple extrêmement choquant. Le Bénin n'est pas la 3e, 4e ou 5e puissance du monde. Le Bénin est un pays en voie de développement. Et c'est un pays qui mériterait d'avoir le retour de ses étudiants en médecine et qui mériterait d'avoir plus de médecins de son pays plutôt qu'en Île-de-France. Je considère que finalement la politique immigrationniste qui a été à l'œuvre depuis 30 à 40 ans, elle a été perdant-perdant. Perdant pour les pays africains, et je le redis pour les pays africains, oui, parce que ce sont eux qui perdent à la fois des savoir-faire, ce sont eux qui perdent des cerveaux, ce sont eux qui perdent une jeunesse qui aujourd'hui quitte leur pays pour une vie meilleure, effectivement, mais aussi des perdants chez nous. Donc c'est une mesure que vous prenez pour aider l'Afrique aussi. Mais évidemment, mais nous sommes partisans d'une part au co-développement, nous sommes les partisans du respect de toutes les nations et surtout de faire en sorte que la jeunesse de chaque pays puisse épanouir ces pays plutôt que de venir chez nous où ils seront quoi pour la plupart d'entre eux, ils seront au chômage et finalement prendront la place d'autres chômeurs. C'est pas un avenir que nous souhaitons pour les jeunes Africains. Allez, tout de suite, on passe à politique fiction. Et ces dernières années, c'est vrai, Julien Audoul, des événements inattendus sont venus perturber la vie des Français, la crise économique sous Nicolas Sarkozy, les attentats sous François Hollande, la Covid-19 et la guerre en Ukraine sous la présidence d'Emmanuel Macron. Louisa Garotiard, ici présente, a imaginé un scénario et va vous questionner à ce sujet. Comment réagirait Marine Le Pen? Louisa Garotiard. Alors un air de vacances souffle sur la France, c'est l'été. Les oiseaux chantent et surtout le soleil brille de mille feux, tout va bien. On est le premier jeudi du mois de juillet. La météo avait annoncé des températures chaudes entre 30 et 35 degrés dans le pays. On y est. Mais le thermomètre affiche 40 degrés minimum, voire 50 dans certaines régions. Le 17 et le 18 se retrouvent surchargés d'appels urgents. On compte des dizaines de morts chaque jour dans tout le pays. Du jamais vu, même en 2003, il ne faisait pas aussi chaud. Monsieur Audoul, face à cette urgence, quelles mesures, au pluriel, prendriez-vous? Bon, déjà, c'est très difficile de se mettre dans cette situation-là. Enfin, il y a déjà eu 2003, donc c'est vrai qu'on a un peu plus quand même l'habitude. Bien sûr. C'est-à-dire que, avant de parler du jour J, là, vous me parlez finalement d'une crise un mois de juillet. Il y aura évidemment des choses de fait dès le mois de mai. Telles que déjà de l'ouverture de lits dans les hôpitaux, telles que des mesures immédiates pour revaloriser les soignants. En termes d'écologie.
Pourquoi? Non, mais c'est pas que de l'écologie. Là, vous me parlez aussi de santé. C'est la question que Là, je vous pose. mais c'est aussi de la santé. Ça l'est aussi. C'est aussi de la santé. Donc Marine Le Pen, d'un coup de baguette magique, ne va pas inverser la courbe du réchauffement climatique, ne va pas, comment dirais-je, transformer les rivières en lait, et le miel ne va pas couler du jour au lendemain. Voilà, c'est juste ce que je veux vous dire. Mais les mesures seront faites pour apporter effectivement un soutien, une assistance sociale au public précaire. Et contrairement effectivement à certains gouvernements, on se souvient de M. Mattei qui était au bord de sa piscine avec son cocktail, ça ce ne sera pas évidemment la posture de Marine Le Pen. Je vous dis ça parce que dans le programme, ni le terme écologie ou environnement n'apparaît. Pourquoi ? Oui, puisque encore une fois, ça regroupe tout un tas de mesures et surtout ça regroupe une politique globale qui est celle du localisme. Parce que si on parle d'écologie, en fait, il faut parler de localisme. Aujourd'hui, on nous bassine et on culpabilise beaucoup les Français avec le dérèglement climatique. Les automobilistes sont d'affreux pollueurs, les industriels, les agriculteurs, etc. Ce sont les Français en fait, qui doivent faire le plus d'efforts. Ce sont les Français qui font déjà le plus d'efforts depuis des années. Nous sommes le pays le plus vertueux d'Europe et peut-être le plus vertueux du monde. Il faut quand même rappeler un chiffre. Nous représentons, nous la France, 0,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 0,9%. Donc ce ne sont pas nous, petits Français, qui allons changer le cours du monde. Ce sont les gros pollueurs, ce sont les États-Unis, ce sont les Chinois, ce sont les Brésiliens, ce sont les Indiens qui sont responsables de cette pollution mondiale. Alors nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Les 0,9%, ils viennent d'où ? Des importations. Principalement des importations. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas Monsieur Marchand avec son diesel le matin qui va travailler, qui est le gros pollueur, mais c'est le supertanker qui fait Canada, France, qui lui pollue, et qui pollue autant que 1 million de véhicules. Donc nous souhaitons avec le localisme faire en sorte de relocaliser tout ce que nous pouvons relocaliser en France, de privilégier les circuits courts, tout ce que nous pouvons produire, retraiter, recycler, consommer chez nous, nous le ferons, et d'arrêter avec ces traités de libre-échange qui sont des traités de pollution massive. Faire venir du bœuf aux hormones, faire venir du poulet lavé à la javel, qui sont élevés dans des conditions abominables, qui vont traverser l'Atlantique et qui ensuite vont arriver dans les cantines de nos lycées. Une mesure très concrète, Marine Le Pen souhaite que 80% des produits qui sont consommés dans les cantines françaises soient des produits français. Allez, tout de suite, on passe au Conseil des ministres. Et on est sous la présidence de Marine Le Pen. C'est le premier Conseil des ministres de son quinquennat. Chaque journaliste va devenir ministre le temps d'un instant et va vous interroger sur les différentes réformes. On commence justement avec Louisa Garottiard, votre ministre des Affaires étrangères. Alors Monsieur Oudou, j'aimerais revenir sur votre politique européenne. Lors de vos 2 dernières campagnes, et le disait justement Romain, Madame la Présidente souhaitait que la France sorte de l'Europe. Elle est revenue sur cette décision depuis. Elle affirme désormais que la France doit rester dans l'OTAN, mais sortir du commandement intégré de l'OTAN. Donc, ce sont les structures de commandement militaire de l'OTAN pour, je cite, récupérer l'indépendance de la France et ne pas avoir d'engagement automatique. Or, c'est faux. Car l'article 5, qui prévoit qu'une attaque contre les alliés est considérée comme une attaque contre tous les alliés, ne prévoit pas de riposte automatique. Un chiffre, Madame la Présidente souhaite une autonomie des armées françaises à hauteur de 55 milliards d'euros à horizon 2027. En tant que ministre des Affaires étrangères, ma question est la suivante. Est-ce que sortir du commandement intégré de l'OTAN n'entraînera pas une perte d'influence, voire des possibilités d'action ? En d'autres termes, est-ce que ce n'est pas se tromper de combat ? Je vous propose la chose suivante, de signer un traité d'indépendance de la France au regard des États-Unis, tout en conservant notre siège au sein du commandement, puisque le vote de l'Assemblée en mars 2019, vote Mars positif, 2009, oui. 2009 bien sûr, nous garantit déjà la liberté d'appréciation aux opérations et le maintien de l'indépendance nucléaire. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, il faut revenir aux origines de l'OTAN. C'était quoi la vocation de l'OTAN ? C'était de servir de bouclier contre l'expansion du communisme. Ça a été créé en 1949. C'était ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, qui n'était peut-être pas forcément aussi libre que ça. Le pacte de Varsovie n'existe plus, l'URSS n'existe plus. La vocation de l'OTAN, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs en Europe, on le voit ailleurs, c'est effectivement plutôt d'avancer les intérêts américains. Et heureusement d'ailleurs que nous n'étions pas dans le commandement intégré de l'OTAN en 2003 au moment de la crise irakienne. Au moment de la crise irakienne, la France, par la voix de Jacques Chirac, a pu montrer sa différence, a pu montrer son indépendance, sa souveraineté, et avec 2 autres pays qui étaient à l'époque l'Allemagne et la Russie, a pu faire front
contre ce conflit, contre cette intervention américaine qui était totalement illégitime au regard de ce que nous avions vu notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. On se rappelle de l'opération de mystification de M. Powell avec cette petite fiole. Il faut retrouver des marges de manœuvre et des libertés en termes opérationnels, en termes de politique étrangère. Le commandement intégré de l'OTAN, c'est pas que symbolique. Quand Nicolas Sarkozy décide en 2009 de réintégrer ce commandement, il y a véritablement une politique atlantiste qui est derrière, de suivisme des Américains. On voit bien que les Américains, eux, ils ne regardent que leurs intérêts. Les intérêts de l'Europe, les intérêts de la France, finalement, ça ne les regarde pas. Ils regardent leurs intérêts, leur influence et leur capacité, finalement, de s'ingérer dans les affaires des autres. Donc, nous souhaitons, et Marine Le Pen souhaite, une diplomatie indépendante. Et donc, ça passe par la sortie de ce commandement intégré. Et pourquoi rester dans l'OTAN ? Parce qu'il faut que l'OTAN, finalement, retrouve un objectif qui soit clair. Est-ce que l'objectif, c'est de faire de la Russie une ennemie en permanence, et donc d'être massé à la frontière avec la Russie, d'installer des bases, d'installer des missiles, ou est-ce que c'est de lutter contre le fondamentalisme islamiste, qui est le véritable ennemi ? Est-ce qu'on peut aussi continuer d'avoir des relations ambiguës avec la Turquie ? Je rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie a, ne serait-ce que vis-à-vis de l'islamisme et aussi avec son chantage aux migrants, une politique qui dessert nos intérêts, qui dessert les intérêts de l'Europe. Donc il faut revoir aussi la stratégie de l'OTAN, mais surtout il faut sortir de ce commandement pour retrouver une indépendance d'action. On enchaîne avec Alexandre Le Train, votre ministre de l'Environnement. Madame la Présidente explique que l'électricité nucléaire est sûre, constante, abondante et surtout quasiment intégralement décarbonée. Pourtant, certains déchets doivent être conservés pendant presque 10 000 ans. La question est la suivante, en tant que ministre de l'Environnement, que souhaitez-vous faire de ces déchets des centrales qui ont une durée de vie de 10 000 ans ? Êtes-vous prêt à prendre le risque de les enfouir ? On voit qu'en Allemagne, l'ancienne mine de sel d'As, en Basse-Saxe, employée comme lieu de stockage souterrain temporaire pour des déchets faiblement et moyennement radioactifs, a été démantelée en 2009 après la découverte de fissures. Est-ce que vous allez prendre le risque d'une pollution de grande ampleur ? De plus, nous n'avons pas d'uranium exploitable en France. Est-ce vraiment la bonne énergie pour défendre notre souveraineté énergétique que vous prônez ? Je vous propose plutôt un moratoire sur l'ouverture de nouvelles centrales tant qu'aucune solution n'est trouvée. Qu'en pensez-vous ? En fait, vous êtes Yannick Jadot. que faites-vous dans le gouvernement de Marine Le Pen ? Ça s'appelle un... Ou Sandrine Rousseau, un je sais cheval pas. de Troie. Non mais, le nucléaire, c'est la meilleure énergie, c'est pas l'énergie parfaite, mais c'est la meilleure énergie compte tenu du panel que nous avons. C'est l'énergie effectivement la moins carbonée, et ça c'est une évidence. Enfin, je dirais, il suffit de regarder aujourd'hui la situation de l'Allemagne. L'Allemagne pollue 15 fois plus que la France. 15 fois plus que la France, parce qu'elle a fait le choix de sortir du nucléaire et qu'elle a mis le paquet sur les énergies dites renouvelables. Parce que c'est jamais renouvelable, c'est-à-dire que le solaire et surtout l'éolien, c'est arrimé à de l'énergie carbonée, à du gaz, d'où la dépendance d'ailleurs au gaz russe. Et on le voit bien, la complexité aujourd'hui dans la crise que nous vivons en Ukraine. Et la dépendance, ils sont totalement dépendants. Nous avons une indépendance, enfin une relative indépendance énergétique que n'ont pas les Allemands. Et surtout, c'est l'énergie la moins chère. C'est la moins chère, c'est-à-dire que, toujours la comparaison avec nos voisins allemands, c'est une facture qui est 2 fois moins importante pour un ménage français que pour un ménage allemand, parce que nous avons le nucléaire. Alors moi, je considère, Marine Le Pen considère qu'il faut investir dans ce nucléaire, qui n'est pas l'alpha et l'oméga, mais aujourd'hui, qui est la pérennité économique de notre pays, qui est la garantie d'une énergie la moins chère pour les Français, et puis investir, évidemment, dans d'autres énergies. Marine Le Pen a été la première à vouloir investir dans l'hydrogène, notamment. Ça fait depuis 10 ans qu'elle parle de l'hydrogène. Et surtout, balayer sèchement toutes les arnaques que sont les éoliennes. Il n'y aura plus d'éoliennes avec Marine Le Pen. Voilà, et elle engagera d'ailleurs le démantèlement des éoliennes. Mais le nucléaire, nous ne pouvons pas nous en passer. Vous êtes d'accord avec Éric Zemmour, c'est bien ? Ou plutôt, il est d'accord avec nous. Ou vice-versa, on ne sait pas. On termine avec Romain Gaspard, votre ministre des Affaires sociales. Madame la Présidente explique vouloir abaisser la durée des cotisations pour les retraites de 42 à 40 annuités, mais seulement pour ceux ayant commencé à travailler entre 17 et 20 ans. C'était pas sa proposition lors des 2 dernières campagnes. Lors des 2 dernières campagnes, elle proposait plutôt 40 annuités et le retour à 60 ans.
est-ce que c'est pas un mauvais signal envoyé aux jeunes de renier une promesse qui aurait pu être un acquis social, même s'il en reste un petit bout, mais c'est moins que ce qui était proposé au départ. Et donc, je vous propose de revenir à la proposition initiale de ces 2 dernières campagnes. Ah, vous êtes un puriste et un légitimiste, bien. La philosophie de Marine Le Pen concernant les retraites, c'est plus on commence à travailler tôt et plus on peut partir tôt. Voilà. C'est-à-dire qu'elle part d'un constat qui est finalement une inégalité, qui est une fracture, d'ailleurs une discrimination entre les Français qui commencent à travailler très tôt, qui sont principalement des travaux manuels, des travaux difficiles, des horaires décalés, qui ont une espérance de vie bien moindre que les professions dites intellectuelles qui commencent à travailler à 25, 26, 27 ans et donc qui sont préservées, je dirais, de fatigue, préservées de l'usure. Parce que l'objectif de la retraite, c'est pas d'être cassé et c'est pas d'aller à l'hôpital tout de suite. L'objectif de la retraite, c'est de profiter une fois une vie de travail accomplie, d'années en bonne santé. C'est ça l'objectif. Et l'espérance de vie en bonne santé a reculé dans notre pays. Donc cette mesure est extrêmement sociale. Marine Le Pen considère qu'entre 17 et 20 ans, à partir de 40 annuités travaillées, on peut partir à 60 ans. Voilà. C'est une mesure de bon sens et qui répond, je pense, aux besoins, aux préoccupations des Français. Est-ce que vous avez choisi cet entre-deux parce que la promesse initiale, finalement, vous vous êtes rendu compte qu'elle était infinançable ? Mais Marine Le Pen a le souci, effectivement, de financer son projet. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu, pour cette élection présidentielle, un projet aussi calibré, aussi sérieux et aussi chiffré. Pourquoi précédemment, c'était moins sérieux c'était moins chiffré ? Mais précédemment, sur tous les plans du programme, là vous remarquerez d'ailleurs que tout est équilibré sur d'autres élections, peut-être où nous avions moins, je dirais, l'enjeu de gagner. Là aujourd'hui, nous sommes clairement l'alternative, nous sommes en capacité de remporter cette élection et donc de changer la vie des Français. Elle a souhaité que ce soit véritablement le plus sérieux possible, même si c'est peut-être pas le plus, le plus simple possible, notamment pour cette réforme des retraites. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que plus on commencera tôt, plus on pourra partir tôt. On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission, c'est le débrief. Dernière partie, Julien Audoul, nos journalistes justement vont débriefer cet instant passé avec vous, mais aussi faire le point sur les sondages et la campagne. Et justement, après cette émission, quels sont selon vous les points forts et les points faibles du programme de Marine Le Pen ? Romain Gaspard ? On voit qu'il est plus travaillé, il y a l'expérience de 2 précédentes campagnes là-dessus. Après... Ça c'est le côté point fort. Après, il y a encore des sujets, on le voit, on n'en a pas tous parlé, mais où il y a eu des revirements et où son équipe arrive à l'expliquer, mais ça reste quand même, on le sent, une des difficultés de faire évoluer le programme, mais de le faire évoluer le programme en ayant certains reculs sur certains points. Après, dans les points forts aussi... on peut dire que elle a une campagne qui est dans la communication la plus stable pour l'instant, enfin l'une des plus stables en tout cas par rapport à d'autres qui ont des grosses polémiques, ce qui pour le moment a pas été son cas. Alexandre Le Train. Je ne sais pas si on peut dire que la campagne a été vraiment en communication plus stable, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de changements, même y compris dans les affiches Vous allez pouvoir de campagne qui ont été mises en avant. C'est certain qu'on dit beaucoup que ça va être la dernière campagne potentiellement de Marine Le Pen en cas de nouvel échec, si nouvel échec il y a. Donc c'est vrai qu'on se dit que potentiellement elle met toutes ses forces dans la bataille, et c'est vrai que peut-être pour certains électeurs la présence d'un Éric Zemmour lui donne une image peut-être plus présidentiable. Maintenant on se rend compte quand on lit aussi les propositions de campagne que c'est peut-être aussi vous avez compris comment on pouvait potentiellement arriver au pouvoir. Vous savez ce qu'il faut dire et ne pas dire pour y arriver, c'est la fameuse dédiabolisation. Mais on se rend compte quand même que par moment, quand vous communiquez, les vieux réflexes du Front National reviennent. Voilà, il suffit il suffit qu'une chanteuse rappeuse mette un voile sur la tête pour qu'elle soit une intégriste, par exemple. Vous voyez, c'est pas qu'un voile sur la tête. Excusez-moi. Enfin, Diams, ça a été
relayée assez massivement et tombée dans l'intégrisme religieux. Voilà, d'ailleurs, elle ne s'en cachait pas, donc c'est tout. Après, c'est son choix, c'est sa vie, c'est une réalité. Moi, je ne fais que l'observer et la relever. Pour terminer, Louisa Garottia. On sent la position quand même bien assise. En effet, on est sur une troisième campagne, comme disait Romain. Ce que je note, c'est quand même que sur l'écologie, je me dis qu'en 2022, ne pas avoir le terme écologie-environnement dans son programme, et ça intéresse les Français, Julien Audoul. C'est quand même spécial. Bien sûr. Lorsque je vous ai demandé les mesures, concrètement, j'ai pas entendu beaucoup de choses. On n'avait pas eu le temps de le développer, malheureusement. Oui. Voilà, moi, c'est ce que je note quand même, puisque c'est quand même un enjeu majeur chez les jeunes aujourd'hui et pas que. On sent que la nouvelle génération se soulève sur ce sujet. C'est devenu un acquis, c'est même plus une question. Ça manque dans la campagne. Je rebondis justement, vous disiez que la France était finalement un petit pays, elle avait très très peu de choses par rapport à l'écologie. D'un point de vue de l'écologie. Écologique, on parle vraiment d'écologie. Je rebondis évidemment que sur les propos de Louisa Garottia. Mais justement, la mesure qui vous vient à l'esprit justement dans le programme de Marine Le Pen sur l'écologie. Je vous en ai parlé en fait. Oui, mais, en fait Louisa Garottia a raison quand même, il n'y a pas grand-chose dans ce programme. En fait, c'est la différence entre le concret et la communication. C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans un programme donc là, c'est 40 000 fois, 40 000 fois écologie, environnement, transition énergétique, si en fait vous n'avez rien derrière et ça n'apporte rien si ce n'est l'illusion finalement de faire du verdissement, nous on a une proposition qui est extrêmement concrète, c'est déjà de sortir des traités de libre-échange. Voilà, la pollution chez nous et la pollution qui tue notamment, c'est les importations. C'est les supertankers qui font l'Atlantique. La maltraitance animale aussi, on peut en parler. Marine Le Pen souhaite vraiment aussi axer sur cette cause-là. La maltraitance animale, elle est liée à quoi ? À l'agriculture intensive. Et elle est liée surtout au traité de libre-échange. Pourquoi Marine Le Pen souhaite aussi qu'il y ait 80% de production française dans les cantines des lycées, parce que c'est bon, dans les cantines de toutes les écoles d'ailleurs, parce que c'est bon à la fois pour l'emploi, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour la santé de nos jeunes. Ça, c'est des mesures qui sont 100% écologiques. La réalité, c'est que tous les gouvernements, depuis 10-15 ans, mettent de l'écologie à toutes les sauces, mais on regarde qu'ils dévastent la planète, ils dévastent la France. Les éoliennes qu'on a voulu nous mettre partout, alors je sais que ça fait bien sur tous les fascicules, de dire on met une éolienne, c'est comme si finalement on décarbonait la planète, mais c'est faux. Voilà, donc nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous sommes dans le pragmatisme et dans le concret. Voilà. Et la politique que nous souhaitons, avec le localisme, c'est la politique du bon sens, justement, pour plus d'écologie, mais de la vraie écologie, pas celle de Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau. Malgré le cheval de Troie que je suis, est-ce que en fait, vous n'avez pas un positionnement entre deux chaises ? C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez d'avoir une position, une stature de présidentiable, et en même temps, vous avez un rival qui vous ramène sur votre droite, voire très fortement à droite, et qui vous oblige à avoir des positionnements pour pas se laisser déporter sur des choses et des thématiques qui font revenir au sel de ce qu'est le Rassemblement national. Ce sera la dernière intervention, Julien Audoul. Marine Le Pen a toujours gardé la même ligne, n'a pas été perturbée par le phénomène médiatique Zemmour au moment de l'automne. Marine Le Pen n'est jamais dans l'outrance, n'est jamais dans la surenchère. Elle a une ligne de conduite, elle a un programme qui est extrêmement clair, et on voit bien les différences. Et c'est vrai que la candidature d'Éric Zemmour a au moins un intérêt, c'est qu'elle montre aux Français finalement les différences entre un candidat qui est dans la brutalité, dans l'excès, dans la surenchère, qui n'a aucune intention de rassembler les Français, et une candidate qui est sérieuse, qui est crédible, et elle qui a un programme de rassemblement. Voilà, l'Élysée d'un soir, c'est terminé. Merci Julien Audoul d'avoir été avec nous. Alors je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement National, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et conseiller municipal de la ville de Sens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Marine Adou, Lucas Del Castillo et Alexandre Letraine. Il y en a certains en plateau. AVL Média nous avoir donné l'opportunité de faire cette émission. N'oubliez pas d'aller voter pour qui que ce soit, c'est très important, il faut le rappeler. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Élysée d'un soir.